Mesdames et messieurs, bonsoir pour votre deuxième épisode de l'émission Décodage. Dans cette émission, nous allons traiter des nouveaux modèles de développement. Pourquoi faire? Le nouveau modèle de développement, c'est un sujet d'actualité et qui revient depuis maintenant 2 années, depuis le premier discours royal où il a rappelé les limites de l'actuel modèle de développement. Et puis, surtout depuis le dernier discours royal où il a annoncé la création d'une commission royale qui va élaborer un nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 2 anciens ministres, des politiciens avérés, en l'occurrence Abdeltaïf Mazouz, ancien ministre du Commerce extérieur, président de l'Alliance des économistes istiqlaliens et membre du comité central du parti de l'Istiqlal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et j'ai le plaisir de recevoir Monsef Belkhiyat, ancien ministre de la Jeunesse et du Sport et membre du bureau politique du RNI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Donc c'est un sujet d'actualité, comme je viens de dire. On ne peut pas parler de nouveaux modèles de développement sans savoir de quoi on parle. Donc je pense qu'il serait judicieux de définir c'est quoi ce modèle de développement, c'est quoi un nouveau modèle de développement de façon générale. Abdeltaïf Mazouz pour démarrer ce débat. Écoutez, d'abord, un modèle, c'est dès qu'on dit modèle, on dit formalisation. Donc, je pense un modèle, c'est d'abord une vision d'une société, d'une économie, d'une politique. C'est aussi des objectifs à long terme. Donc, c'est des choix. Donc, des choix de société. C'est aussi une concertation. Un modèle, c'est une façon, aussi, c'est l'occasion de créer une concertation au niveau de la société, au niveau des politiques et de la société civile. Et c'est un système de pilotage. Donc on ne peut pas mettre un modèle donc, sans avoir justement une programmation de la mise en œuvre de ce modèle et un système de pilotage et de correction de ce modèle. Donc c'est un cadre de vision pour une société pour une durée déterminée. Monsieur Belkhiyat, quelle est votre perception d'un modèle de développement? J'abonde dans ce sens, dans le sens où pour moi un modèle de développement c'est un cadre qui part d'une vision, d'objectifs chiffrés, de stratégies et de plans d'action. Je pense que le Maroc sur les 20 dernières années a mis en place un modèle de développement qui a eu des résultats plus ou moins positifs, dans le sens où il y a eu une véritable vision qui était celle de Sa Majesté pour mettre en place un développement économique et social pour le pays rapide. Ça s'est, à mon sens, réalisé de manière efficace, notamment pendant les 10 premières années, donc la décennie 2000-2010, avec un gouvernement qui avait un chef de gouvernement visionnaire qui a mis en place des objectifs, des stratégies et des mesures et qui a mis en place une véritable dynamique pour lancer des projets structurants dans le cadre d'une vision de Sa Majesté. Et il faut le rappeler parce que ce soit sur les chantiers sociaux ou sur les chantiers économiques, Sa Majesté avait initié des projets extrêmement importants. Donc, vous avez parlé de dynamique. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui cette dynamique s'est essoufflée, pour dire ainsi, pour ne pas dire qu'il est devenu carrément obsolète, puisque on est arrivé à un stade où il y a de véritables problématiques socio-économiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il y a un essoufflement, effectivement. Comment on est arrivé là? Écoutez, moi je pense que d'abord, Monsef a parlé d'une période qui est la première décennie de ce siècle, et donc on va dire, ça a démarré en 2000, et puis il y a eu un peu 2011 avec ce qu'il y avait durant cette période. Donc, et la vision de Sa Majesté étant là, en termes de développement social, en termes de positionnement international du Maroc. Donc c'est très important, et quand je dis positionnement international, politique, mais aussi économique.
et en termes de développement sectoriel. Donc, sur des bases qui ont permis de développer des projets, de positionner le Maroc comme acteur international sur un ensemble de secteurs et un ensemble d'aspects. Donc, il y a des secteurs émergents que le Maroc a développés, qui n'ont jamais été, on va dire, attribués au Maroc comme secteur de prédilection. Donc, les choses ont changé dans le sens où, d'abord, il y a eu une politique par rapport à une période et la manière de gérer les projets par la suite a changé l'approche, a changé de résultat. Donc, on est passé d'une politique, on va dire, agressive en termes économiques et audacieuse en termes de plans sociaux. L'INDH est une initiative loyale qui a été donc une initiative loyale, mais une initiative royale. Les grands changements un peu institutionnels, que ce soit en commençant par le statut de la femme et de la famille, puis le changement de la Constitution, n'ont pas été suivis nécessairement des faits par l'équipe gouvernementale qui a pris les choses en main à partir de 2014, pardon. Disons-le comme ça, hein, même à partir de 2012. Parce que vous avez quitté en 2013. Non, mais je veux dire à partir de 2012. Je corrige, je dis bien à partir de 2012. À partir de 2012. Hein. À partir de 2012. Et à partir de l'arrivée du PJD à la primature. Voilà. Mais il n'y a pas que le PJD à la primature, mais on reviendra sur ça. On reviendra sur le sujet. Il y a eu une question de leadership gouvernemental donc, qui est posée. Donc, la conduite des affaires, quand je dis des affaires, aussi bien sur le plan économique, social que politique, n'a pas répondu à l'élan qui a été donné par la nouvelle Constitution, déjà. D'accord. Un élan qui n'a pas été donné par la nouvelle Constitution. Pourquoi cet élan qui aurait dû changer pas mal de choses n'a pas eu lieu, d'après vous, monsieur? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui. Nous avons eu un gouvernement en 2002-2007 présidé par Sidri Jito qui a mis en place de véritables chantiers économiques et sociaux sous l'impulsion ou sous la vision de Sa Majesté, il faut le rappeler. C'était une période qui était faste pour le Maroc où nous avions initié un taux de croissance moyen de 6 à 6,5% de manière officielle. Et de manière officieuse, on était à 8-9%. Et c'est les statistiques de l'Office national de l'électricité qui le disent. Suite à cela, il y a eu un gouvernement présidé par Si Abbas El Fassi qui a continué sur cet élan et qui a permis, dans le cadre de ce gouvernement, avec des ministres techniques, pour lancer des projets très positifs et qui nous ont permis de créer une moyenne de 5% de croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque point de croissance, c'est à peu près 30 000 emplois créés par an, net, nous permettant de pouvoir absorber le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ensuite, il y a eu le printemps arabe, donc je ne parle pas du mouvement du 20 février, mais le printemps arabe qui était un mouvement régional et qui a permis au Maroc, sur un plan politique, de prouver que nous avions des choses qui fonctionnaient, notamment nos institutions politiques, et qui ont parfaitement fonctionné avec une réaction de Sa Majesté qui était juste extraordinaire, avec un discours historique et surtout la mise en place d'une constituante de différents partis politiques de la société civile pour revoir une constitution qui a été adoptée à 97%. C'était une victoire énorme pour Sa Majesté, c'était sa constitution. Et ensuite, des élections où il y a eu à peine 40-45% de participation et qui prouvent qu'il y a une grosse victoire de Sa Majesté par rapport à sa constitution et une grosse défaite des partis politiques par rapport à leurs élections. Et donc là, la société marocaine réagit de manière directe avec les institutions en qui elle a confiance et en d'autres en qui elle n'a pas confiance. Suite à cela, arrivée du PJD aux affaires, et depuis les chiffres sont là, de 2012 à 2019,
le taux de croissance moyen est de 2,7%. On va être honnête et fair-play. Les gens disent c'est des gens sérieux, c'est des gens droits, c'est des gens honnêtes, mais en même temps, c'est des gens qui n'ont pas les compétences requises pour pouvoir gérer un pays. Très bien. Et par conséquent, il y a un ralentissement du modèle économique. À 2,7% de croissance, il est impossible d'avoir un modèle de développement. Donc on est en train d'aller dans un mur, et quand je vois un projet de loi de finances de cette année à 3,5% de croissance, moi je dis, je me demande comment on va faire. Il y a un vrai problème structurel. Okay. Sans croissance, il n'y a pas de nouveau modèle de développement. Donc, parfait. Partons de là pour continuer à discuter. Moi, je reviens sur le mot compétence parce que je pense, d'après votre exposé, il s'agit d'une problématique de compétence, donc qui ne peut pas driver le projet de société à ce qu'il génère un maximum de croissance. Donc, problème de compétences. Est-ce que c'est seulement ce manque de compétences ou ce déficit de compétences qui peut enrayer la bonne marche d'un modèle de développement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? C'est un facteur, mais c'est un facteur déterminant. Donc on ne peut pas piloter un avion si le pilote n'est pas bon. Donc on va, comme disait Monsef, droit dans le mur. Et à côté de cela, il y a le modèle qui nous réunit aujourd'hui. Il faut bien parler du modèle. D'abord, le modèle, je mettrai ça entre guillemets, le modèle actuel est un modèle implicite. C'est des choix sectoriels, c'est des choix de société, c'est des choix de positionnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau international, mais qui n'étaient pas explicitement exprimés dans quelque chose qu'on peut appeler modèle de développement. Il y a des politiques sectorielles, il y a des politiques sociales, mais il n'y avait pas quelque chose qui regroupait tout cela et qui pourrait assurer la cohérence donc de ces politiques dans ce qu'on peut aujourd'hui appeler un modèle de développement. Je pense que Sa Majesté, l'appel fait par Sa Majesté en 2017 a justement reconsidéré le modèle de développement. C'est une première dans l'histoire du Maroc, où le souverain appelle toutes les forces de la nation à y réfléchir, à y apporter leur contribution, les partis politiques, les syndicats. Il y en a ceux qui ont répondu d'une certaine façon, sérieuse, formelle, et il y a d'autres qui ont choisi d'autres voies. Sauf qu'il leur a demandé en septembre 2017 à l'ouverture du Parlement, et jusqu'à présent, personne n'a réfléchi à quoi que ce soit. Non, il ne faut pas dire personne. Je dirais on va y arriver. On va justement, parce que le rôle des partis, on va en discuter. Il y en a qui ont réfléchi, qui ont pendu des choses, qui ont pendu des documents structurés, officiels, avec des propositions. On va y arriver, ça c'est la deuxième partie. On traitera du nouveau modèle. Là, on est sur le modèle actuel. Donc, le modèle actuel, donc, comme je vous l'ai dit, implicite, c'est essoufflé. C'est essoufflé parce que on a choisi, à juste titre à cette période-là, de développer nos infrastructures. On a choisi de travailler sur certains éléments des aspects humains, et je pense que la gouvernance actuelle a raté cet aspect-là, notamment tout ce qui est service aux citoyens, qu'il s'agisse de la santé, de l'enseignement ou même des services administratifs. Il y a un rattrapage qui se fait, mais timidement, sur les services aux entreprises. Et donc, ça s'est traduit par une croissance sans commune mesure avec l'effort d'investissement. On a un taux d'investissement des plus élevés du monde, on est à peu près à 34% du PIB. Et l'impact reste limité. Un impact aussi bien sur l'emploi,
aussi bien sur la réduction des inégalités sociales, aussi bien sur la réduction des disparités territoriales. On a des territoires, on a un corridor limité qui profite, on va dire, de cette mondialisation de notre économie et de cette croissance, aussi limitée qu'elle est, mais on a tout le reste qui n'en profite pas. Donc, le nouveau modèle de développement est appelé justement à prendre en considération ces insuffisances, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Alors, pour y remédier, il faut attaquer le mal par la racine. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'en adoptant le meilleur modèle de développement au monde, on n'est pas garanti de son succès si on continue dans l'économie de rente, dans l'impunité, dans l'absence de reddition de comptes et dans l'opacité en matière de gouvernance. Vous ne croyez pas que c'est un socle sur lequel on doit s'attaquer? Alors, je suis d'accord qu'il faut s'attaquer à cela. Avant, je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Nous avons choisi un modèle de développement où nous avons mis en place 2 stratégies distinctes, ou 3. La première stratégie, c'est l'investissement public de l'État, à travers l'État, mais aussi ses entreprises publiques, pour tirer l'investissement au Maroc, 34% du PIB, ce qui est énorme, et qui prouve qu'aujourd'hui, ceux qui feront confiance à ce pays, c'est les entreprises publiques et moins les entreprises privées. Deuxième stratégie, c'est une stratégie qui est liée à des équilibres macroéconomiques que j'appellerais maastrichtiens, en ligne avec les critères de Maastricht, où on a voulu toujours garder une inflation très stable, qui nous a permis de garder un dirham fort et stable sur l'année, sur 25 ans. Et nous faisons partie aujourd'hui des rares pays de l'Afrique, du Moyen-Orient et de la région Turquie à ne pas avoir dévalué sa monnaie, ce qui montre une force de l'économie nationale et du système bancaire national. Et une troisième stratégie qui a consisté à ne pas investir sur l'élément humain. Et cette stratégie avait permis de pouvoir créer de la demande interne en termes de consommation, mais qui s'est estompée dans le temps parce que le service public, notamment sur l'école, sur la santé, sur le transport, a fait faillite. Et donc avant, vous aviez une classe moyenne qui se débrouillait à 7-8 000 dirhams par mois, soit de revenus pour le couple, soit de revenus par membre du couple, parce que l'école était gratuite, parce que l'hôpital était gratuit, et le service à l'école et à l'hôpital était correct. Quand vous faites faillite de ces services, qui sont des services de base de la société marocaine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la notion de famille fait que les parents vont se saigner pour faire étudier leurs enfants dans les meilleures écoles, donc dans des écoles privées, vont se saigner pour sortir 2 ou 3 000 dirhams par mois pour l'enseignement de leurs enfants, plus 1 000 à 1 500 dirhams pour la santé, et par conséquent, même si le revenu moyen du ménage a progressé sur 10-15 ans, ça fait que la consommation des ménages baisse parce qu'il faut payer l'école, il faut payer le transport, il faut payer la santé, chose qu'on ne payait pas avant. Donc le pouvoir d'achat des familles marocaines a baissé de manière nette et qui a fait que la demande interne... Qu'est-ce qui a fait qu'elle a baissé? Le fait qu'avant, je ne payais pas... Qu'est-ce qui a changé entre avant et après? Je ne payais pas les services que l'État m'offrait. Maintenant, à cause de la faillite des services de l'État, tels que l'école, l'enseignement, le transport... Et c'est sur ces causes-là que je suis obligé de payer, donc je consomme moins sur les autres secteurs d'activité. Pourquoi il y a eu faillite des services? Alors on va y arriver. Et donc, il y a moins de demande interne, donc moins de production, moins d'investissement, et donc une baisse de la croissance économique, une baisse de confiance du secteur privé. Donc il y a un vrai sujet qui est que la faillite des services de l'État a créé
un problème systémique qui fait que quand vous analysez aujourd'hui nos projets de loi de finances, quels qu'ils soient, vous avez 50% de ce projet des emplois qui vont sur des secteurs qui ne sont pas productifs, tels que les salaires, tels que c'est de la consommation, même la défense nationale, etc. Et vous avez 50% seulement qui vont sur des secteurs sociaux. Il est important aujourd'hui de noter que si on ne fixe pas les fondamentaux, si on ne revient pas aux basics, qui sont l'homme, l'enfant, l'éducation, la santé, il n'y aura pas de modèle de développement de rupture. Donc, je suis d'accord avec vous que sur la partie impunité, il faut sévir. Sur la partie gouvernance, il faut sévir, c'est le premier élément de rupture. Mais il faut maintenant faire un shift total vers un investissement, vers l'éducation, vers l'homme. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est des décisions courageuses pour notre pays, pour qu'on puisse redresser la situation sur 10, 15, 20 ans. Il faut revenir aux basics, qui sont l'école, l'éducation civique, prendre un enfant à partir de la crèche et le structurer. Et le problème, ce n'est pas seulement de prendre cette décision. Le problème, c'est de se mettre d'accord en tant que formation politique du contenu de la manière avec laquelle on veut éduquer nos enfants, du contenu de la manière avec laquelle on veut que nos enfants à la crèche puissent apprendre. Est-ce qu'on veut leur donner un contenu qui soit un contenu islamisé ou un contenu de valeurs et de principes universels? Et toute la question devient une question politique qui est: que fait un parti à connotation religieuse dans un gouvernement et dans un système politique où la religion, normalement, n'a pas le droit d'être, de par les lois marocaines. Donc moi, je pose une question réelle, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que tant qu'on utilise la religion dans la chose politique, il va être très difficile d'avoir un modèle de développement économique et social qui puisse nous faire sortir du mur dans lequel nous sommes en train de nous diriger. Soyons d'accord, la religion n'a rien à voir avec un modèle de développement, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas... Ce sont les partis politiques qui font ce modèle de développement, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent. Cela incombe aux partis politiques, puisque les partis politiques sont l'émanation des gouvernements. Aujourd'hui... C'est le gouvernement qui est l'émanation des partis. C'est le gouvernement qui est l'émanation des partis politiques. Et aujourd'hui, on est devant un fait, c'est qu'on est devant un échec d'un modèle... Mais pourquoi les jeunes aujourd'hui quittent le Maroc? Pourquoi des jeunes de 30 ans, 35 ans, informaticiens, mariés, 2 enfants, partent au Canada, on va y arriver. Pour quelle raison? Ils partent parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une société où le modèle de développement social n'est pas adapté à leurs aspirations. C'est pour ça qu'ils partent. Et par conséquent, la politique joue un rôle très important. Bien sûr, dont j'allais parler, vous avez fait partie d'une bonne partie des gouvernements de l'après-printemps arabe. Vous aussi, vous l'avez quitté en 2013. Vous avez parti à l'opposition. Vous avez... Là, j'ai voté pour aller à l'opposition. Personnellement, en 2013, j'ai voté à fin 2011 dans le bureau exécutif. Parfait. Pour ne pas faire d'alliance avec le PJD, parce que je considère que la religion n'avait pas la majorité. Mon point de vue, n'avait pas la majorité au sein du bureau politique. Et je n'ai jamais changé de point de vue. Le parti Irini est parti avec le PJD. Ils ont mis main dans la main. Là, reste pas. Ils sont là. Depuis 2013, ils ont toujours été là. Comment vous pouvez contester une politique dont vous contribuez au jour d'aujourd'hui? Voilà ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'à la suite des élections... Je pense qu'il ne parle pas du parti. Je vais parler de mon parti, voilà. Le RNI. Le RNI, à la suite des élections de 2011, sur lequel le gouvernement Abdillah Ben Kiran I a été nommé, a décidé de ne pas participer dans ce gouvernement. Et parti à l'opposition. Suite à la démission du parti de l'Istiqlal à la mi-2013, Ben Kiran a demandé à Simzouar de revenir dans la majorité. Et il y a eu des négociations pendant 5 mois. Et ces négociations ont été menées de telle sorte à ce qu'on puisse imposer notre projet de société
économique et social en tant que parti comme étant un élément de la politique gouvernementale. Pour nous, l'élément le plus important, c'était que les libertés individuelles soient garanties. Depuis 2013 à maintenant, ça fait 6 ans. Qu'est-ce qui a été... Alors, je vais vous répondre ce qui a été fait. Ouais. Nous avons hérité d'une situation économique qui était juste désastreuse après les problèmes du printemps arabe. Mais vous l'avez hérité en 2013. Nous avons hérité en 2013. Ce gouvernement, on était en commande que depuis 2 années. Je vais vous donner les chiffres. Nous avons hérité, pour la loi de finances de 2014, de chiffres qui sont très clairs. 7,6% de déficit budgétaire, sur lequel nous avions des risques d'inflation et de dévaluation de notre monnaie qui faisaient qu'on devait resserrer et aller à l'austérité en termes de finances publiques, nous ayant permis de revenir à 3,5% en 2 ans seulement sur les éléments macroéconomiques. Dans votre émission, j'avais personnellement dit que je considérais que notre ministre des Finances était un excellent ministre des Finances, mais un mauvais ministre de l'économie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'avais dit, le RNI a réussi à redresser les finances publiques avec les équilibres macroéconomiques, mais avait failli à créer les éléments de confiance pour relancer ce que j'appelle une dynamique économique de croissance et de confiance. Tant que le secteur privé n'investit pas dans notre pays, il n'y aura jamais de croissance suffisante pour pouvoir absorber les 150 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc, il y a eu un travail qui a été fait. Absorber les 2 millions de chômeurs. Et de stock. Il y a un travail qui a été fait. Une partie a été bonne sur la partie macroéconomique, chiffres, les fondamentaux, il y a une autre partie qui est moins bonne, qui est celle de rétablir la confiance et de relancer l'activité économique. Et je le dis à mes collègues et je leur dis de manière très claire, tu as été un bon ministre des Finances, tu n'as pas été un très bon ministre de l'économie. Et il y a une différence fondamentale entre le ministère des Finances et le ministère de l'économie où il faut créer une dynamique économique importante pour que les entreprises marocaines puissent avoir l'environnement nécessaire pour pouvoir réinvestir et créer. Pour quelle raison vous voulez qu'une entreprise qui fasse des bénéfices paye de l'impôt alors qu'elle est capable de pouvoir, une partie de ce bénéfice, le réinvestir? Pourquoi taxer un bénéfice qui va être réinvesti? Pour quelle raison voulez-vous qu'une personne qui a vendu sa maison et qui va acheter une maison 3 mois plus tard... c'est la situation aujourd'hui, c'est la même chose, hein, ça continue. Mais dans tous les pays qui sont... Mais votre parti a les finances, donc vous pouvez bien... Il a l'économie, il a les finances, et depuis depuis octobre 2013, ça fait exactement 6 ans. Donc, les choses qui sont aujourd'hui critiquées par Monsef sont le produit d'un travail du parti. C'est pour cela, non. J'ai répondu que nous avons hérité de 2 années. Mais il y a 2 années. Pas les nôtres, et des chiffres qui étaient difficiles à gérer à l'échelle nationale. J'ai dit que nous avions redressé. On a redressé la situation sur le plan macroéconomique. Mais on ne peut pas continuer à parler. On ne peut pas continuer à parler d'héritage. Un chef de gouvernement qui était celui qui était et qui était en train de plus faire Tehrij plutôt que de gérer un gouvernement. Il est impossible. Mais la solidarité gouvernementale. Vous faites quoi de la solidarité? Une solidarité non, mais là, on ne parle pas de vous en tant que personne, on parle de vous en tant que représentant d'un parti qui fait partie du gouvernement. Aujourd'hui, je le dis, le RNI. Il ne faut pas pointer une personne. Le RNI a un projet de société différent du PJD et que notre alliance. Pourquoi vous faites partie de ce gouvernement? Elle est contre nature. Ça oui? Monsieur, c'est clair. Elle a le mérite d'être claire. Il faut joindre, je dirais, des actes à la parole. Bon, ça veut dire qu'il y a déjà un problème de cohérence dans ce gouvernement. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Ça a toujours été le cas. Au sein du RNI, a une position qui est peut-être celle différente des autres membres du bureau politique. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Je suis à moi tout seul une tendance qui dit... Nous n'avons rien à faire dans le cadre d'un gouvernement où il y a une alliance avec le PJD, surtout quand il y avait Abdelillah Ben Kiran à sa tête. Monsieur Mezouz, écoutez, vous, en tant que parti, l'Istiqlal, vous avez fait partie de plusieurs gouvernements, donc vous endossez aussi une part de responsabilité.
Écoutez, si l'objectif... Et c'est la responsabilité de tous les partis. Non. Moi, je dirais que notre tort dans la classe politique en général, et ce tort est amplifié par un peu les médias, c'est de passer plus de temps à chaque fois à faire le bilan et à faire des reproches les uns aux autres. Un bilan, ça se fait, ça se construit et on travaille dessus. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout le monde a contribué positivement et des fois négativement à avoir la situation que nous avons. C'est vrai que la contribution des uns a été plus positive que négative et la contribution d'autres a été plus négative que positive. Et ça je ne suis pas le seul à le dire. Ceux qui nous font vivre la situation actuelle. Donc, la situation qui est aujourd'hui la nôtre est le résultat d'une mauvaise gestion des affaires publiques. Très bien. Qui est lié... Suivez mon regard. Voilà, qui est lié, d'abord à un ensemble de malentendus dans la coalition gouvernementale. Moi, dans une autre émission, il y a exactement 18 mois, j'ai dit que ce gouvernement a un problème de casting et un problème d'entente. Donc, on ne peut pas gérer les affaires publiques en se tirant les uns dans les pattes des autres. Donc, c'est pas normal. Donc, on se met d'accord sur un programme, on le respecte. Les élections, d'autant plus que les élections, on était dans la majorité dans le même gouvernement de lundi à vendredi et ils partaient à travers tout leur armada de ministres. Il ne faut pas personnaliser parce que la campagne électorale, on ne peut pas faire une campagne électorale pendant 5 ans. Et donc, ce n'est pas normal. Il faut qu'on travaille, il faut servir le citoyen par rapport à toutes les questions qui sont flagrantes. Et prioritaires. Et sur lesquelles il y a des choses à faire. Et des choses possibles à faire. Donc, lorsqu'on parle de la santé, il y a des choses possibles. Et notre gouvernement a laissé des chantiers qui ont été un peu arrêtés, des fois déviés, sur des aspects même économiques. Il y avait également des chantiers. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Les stratégies sectorielles sur le plan économique, c'est des choses qui ont été mises en place depuis le début des années 2000, qui ont été accélérées, améliorées. Donc, le reste, vous avez sur le plan social, vous avez l'INDH et vous avez également la dimension infrastructure. Mais le reste, chaque fois, on a un gain de 40 milliards de dirhams de pas en arrière, etc. Compensation. Le taux d'inflation, moi j'aimerais bien tirer conclusion de ce que vient de dire Monsef. Notre taux d'inflation doit être reconsidéré parce qu'on met dans le panier de la ménagère des consommations, j'allais dire, obsolètes. Le panier de la ménagère, comme on l'appelle, aujourd'hui doit inclure le téléphone et l'Internet. Il doit inclure la santé et l'enseignement. Parce qu'on le supporte, le ménage le paye. Donc lorsqu'on passe de 0 à 3 000 dirhams par mois pour un enfant ou deux, le taux d'inflation va sérieusement changer. Donc il faut reconsidérer cette lecture de l'inflation par rapport aux citoyens, par rapport aux ménages. Donc moi je voudrais qu'on parle aujourd'hui du sujet qui nous préoccupe. Le sujet qui nous préoccupe, c'est demain. Tout à fait. Et Sa Majesté a appelé à penser un modèle de développement et je me rappelle du discours royal en insistant sur le fait arrêtons les diagnostics, on les connaît. Il y a eu des études à droite, des études à gauche, des études... Et pour qu'on puisse démarrer, il faut aussi arrêter de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Il faut que tout le monde s'y mette et chacun propose sa contribution et qu'on avance. Le pays nous attend. Exact. Et le temps est compté. Nous avons un réel problème au Maroc, c'est le temps. Voilà, le pays nous attend, mais le temps ne nous attend pas. Tout à fait. Et le grand problème de ce gouvernement, c'est qu'il nous fait perdre beaucoup de temps. Moi, je dirais que c'est le problème de toute la classe politique. Aujourd'hui, je rebondis sur ta question tout à l'heure, qu'ont fait les partis pour proposer un nouveau modèle de développement? Quelles sont les propositions concrètes qui ont été mises sur la scène publique et débattues pour qu'on puisse smatcher l'ensemble de ces propositions et sortir avec un modèle type au-delà de la Commission royale qui va faire son job? Moi, je pense que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que la Commission royale, Inch'Allah,
ne partira pas de rien, parce qu'il y a eu du travail qui a été fait par certains partis politiques, par certains organismes comme le Conseil économique et social et environnemental, par même une partie de la société civile. Il y a de la matière aujourd'hui. Moi, je peux parler de mon parti. On a quand même un document consistant. L'exemple l'Istiqlal, qu'est-ce que vous avez fait? On a travaillé, on a réuni du monde, on a recensé le point de vue de la population à travers les différentes régions du royaume, et y compris la région 13, qui est la région des Marocains résidant à l'étranger. J'ai moi-même conduit un ensemble de réunions par rapport à cette question-là, et nous sommes arrivés à produire un document qui, en résumé, constate d'abord que le Maroc ne part pas de rien et que ce qui a été fait nous a permis de gagner des points et que notre positionnement au niveau international est jalousé un peu autour de nous. Maintenant qu'on est arrivé à un stade où tout ce qu'on a fait ne produit plus d'emplois, n'améliore plus la situation des citoyens, bien au contraire, ça se détériore. Ça se détériore au détriment du pauvre, au détriment des régions reculées, et que ce soit dans le monde rural ou dans le périurbain, ou surtout dans le corridor frontalier. Donc ceci dit, aujourd'hui, on vient avec des propositions qui sont basées sur une vision, sur des objectifs sur les 20 prochaines années, et basées sur des priorités. Parce que dès lors qu'on dit un modèle de développement, c'est que je veux choisir une voie sociale, une voie économique pour une période en choisissant, parce que même le pays le plus riche du monde ne peut pas se permettre d'attaquer tout à la fois. Donc nous devons faire des choix. Nous avons fait des choix par rapport à 6 axes principaux. Lesquels? Le premier axe, il est basé sur la gouvernance. Je vais vous donner les titres. Le deuxième axe, il est lié à l'emploi. Nous considérons aujourd'hui que l'emploi est considéré comme une résultante. Il doit être un objectif de toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que lorsque j'encourage un projet, je ne l'encourage pas par rapport aux milliards d'investissements qu'il fait. Je l'encourage par rapport au nombre et aux effectifs qu'il peut m'embaucher et la qualité des emplois qu'il crée. Troisième axe, c'est justement des choix sectoriels qui permettent donc une accélération de la croissance en choisissant bien sûr des secteurs nouveaux. C'est bien ce que nous sommes en train de faire, aéronautique, automobile, tout ça, mais ne perdons pas des secteurs que j'appellerais historiques du Maroc, qui ont fait l'économie marocaine, pour lesquels nous avons des atouts. Donc on ne peut pas laisser tomber l'agroalimentaire, le textile, ou le secteur de la chimie, ou des produits ménagers, etc., parce que nous sommes en train de développer l'automobile ou l'aéronautique. C'est bien de développer l'automobile et l'aéronautique. Il faut trouver des relais vers des secteurs, des relais de croissance, notamment par rapport à des secteurs comme l'offshoring qui de toute façon, est appelé à disparaître. Un quatrième axe, c'est que le parti a tenu à souligner, c'est que nous sommes dans un monde qui bouge sur le plan technologique et que jusqu'à présent, notre pays n'a pas choisi de quelle manière il doit se positionner par rapport à ces grandes révolutions technologiques. Comment on doit se positionner? Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons être des acteurs. Il faut choisir 1, 2, 3 technologies pour lesquelles nous avons les ressources, notamment humaines, pour qu'on soit de vrais market makers dans ces secteurs. Nous, des technologies pour lesquelles on peut être consommateur, mais des consommateurs pas passifs. Préparer les lois, quel type d'utilisation on va faire de ces technologies. Donc un positionnement par rapport à tous les changements. Cinquième. Le cinquième axe, il est lié à tout ce qui est régionalisation. Donc nous, on dit que la déconcentration et la régionalisation constituent un vecteur de développement et de croissance et d'amélioration donc de la situation des citoyens, tout en préservant bien sûr l'unité du pays. Je souligne ce point-là. Il ne faut pas que la régionalisation nous amène vers des modèles où on va décomposer notre structure. Et sixième axe que nous avons appelé les fondamentaux du développement.
des fondamentaux de développement, c'est ce qu'a cité tout à l'heure Monsef. Je n'envisage pas de développement sans une éducation bien réfléchie, bien construite, améliorant la société, améliorant la confiance du citoyen dans son système et dans sa société. Pas de développement sans une santé saine. Les bases, on appelle ça les bases du développement humain durable. Pas de développement sans penser à l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire, je ne sacrifie pas aujourd'hui pour demain, en termes d'environnement, en termes d'épuisement des ressources, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de la nature, qu'il s'agisse même de la finance. Endetter le pays et sacrifier l'avenir. Pas de développement sans tenir compte de la majorité plus 1 de la population qui sont nos femmes, nos sœurs et nos fils. C'est-à-dire la femme. Il faut donner à la femme le rôle qui lui revient dans cette société parce que jusqu'à présent, la femme ne joue pas le rôle. Voilà, globalement, 6 axes pour s'attaquer à ce nouveau modèle de développement. Qu'en est-il, M. Belkhiyat, par rapport au RNI? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet? Vous ne l'avez pas encore fait? Qu'en est-il exactement? RNI a travaillé bien sûr sur un projet. Ouais. Avant de vous répondre sur cette question, je voudrais juste corriger quelques éléments importants qui sont des politiques sectorielles initiées par des ministres RNistes et qui ont donné des résultats importants et positifs et qui ont permis de contrebalancer justement le problème du modèle de développement actuel sur la partie homme. Donc il y a eu bien sûr le plan Maroc vert et le plan IALETIS au niveau de la pêche. Il y a eu le plan d'accélération industrielle de la part du ministre du Commerce et de l'Industrie, avec toute une composante qui pousse tout ce qui est entrepreneuriat. La partie automobile et la partie aéronautique qui est un véritable succès et qui permet aujourd'hui à la balance des paiements de notre pays de se rétablir. La partie tourisme qui a correctement réussi et qui fait que globalement, aujourd'hui, on a des secteurs qui fonctionnent bien. Alors, les secteurs qui fonctionnent moins bien sont les secteurs sociaux et sur lesquels, clairement, le RNI n'était pas en charge. Le parti a fait un travail très très important pour essayer de comprendre quels étaient les axes sur lesquels on devait travailler pour le nouveau modèle de développement. Et la manière dont on l'a fait, c'est qu'on l'a fait en ayant un travail de proximité avec les citoyens, où nous sommes allés dans 12 régions du Maroc et dans lesquelles nous avons fait un sondage pour comprendre c'est quoi les besoins de la population. Donc on a fait un travail qui est plutôt de terrain, où on a remonté les besoins. Ces besoins ont été structurés autour de 3 axes importants. Le premier axe qui est remonté de par la population, ce qui est quand même bizarre, c'est l'élément santé. La population aujourd'hui souffre du fait que les services de la santé sont mauvais. Tout le monde demande des hôpitaux, tout le monde Il n'y a rien de bizarre dans ça, tout le monde le demande, même dans les villes. Hein. Oui, tout le monde demande des hôpitaux, tout le monde demande des médecins et tout le monde demande un service de la santé qui soit au standard. Le deuxième axe qui est ressorti, c'est l'école, où aujourd'hui la population nous dit, le peuple nous dit, l'école est défaillante. Et je veux que mes enfants aient une éducation qui soit au niveau. Cette éducation au niveau, je ne l'ai pas à l'école publique, je l'ai à l'école privée, donc je dois me saigner pour trouver 500 dirhams, 700 dirhams, 1000 dirhams par enfant pour pouvoir faire étudier mes enfants. J'en ai 2, donc si je dois payer 1000 dirhams, ça fait 2000 dirhams par mois, mais indiche. Le troisième axe qui est ressorti comme étant une priorité, c'est l'emploi, où les jeunes vous disent « je veux avoir un emploi pour pouvoir construire ma vie, construire une famille et m'insérer dans le tissu social, me permettant de pouvoir être aussi une famille et devenir un acteur qui soit un acteur productif dans la société marocaine. » Est-ce que nous avons appelé, nous, les éléments déterminants du développement? C'est le triangle. C'est le fameux triangle. Santé, école, emploi, c'est le triangle. On revient à la dignité du citoyen. C'est la dignité du citoyen. On a mis ça, on a consolidé tout ce travail, région par région, statistique par statistique, et nous avons mis en place une stratégie pour que sur chacun de ces éléments, on puisse dire aux citoyens, voilà, si on devait
gagner les élections, ce qu'on allait faire sur ces 3 secteurs que sont la santé, l'école et l'emploi. Ce que vous appelez la voie de la confiance. Et on a créé un livre qui s'appelle La voie de la confiance, qui nous a permis de pouvoir l'éditer et le distribuer. Et puis ça, c'est un programme électoral, c'est pas un modèle de développement. C'est un modèle de développement tel qu'un parti politique voit le développement d'un pays. Donc, axé sur quoi? Voilà. La campagne électorale, c'est ce qu'on commence là tout de suite avec le lancement du programme 100 villes. On va aller dans 100 villes pour distribuer la voie de la confiance et commencer notre campagne. Il est opportun de démarrer maintenant la campagne électorale. Alors, le pays est en pleine dynamique de lancement d'un nouveau modèle de développement. Ça fait 2 ans qu'on travaille tous les week-ends. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une campagne ou pas? Nous, on considère que c'est du travail de proximité. Tous les week-ends, on va chez les citoyens. Là, on commence 3 villes chaque week-end, à partir du week-end prochain. On a commencé le week-end dernier à Demnetz. Donc là, on commence pour aller voir 100 villes, avec les citoyens de 100 villes, dans lesquelles nous allons faire avec eux des travaux de workshop pour remonter les besoins des citoyens ville par ville. Alors, deuxième élément. Mais on a dépassé la phase de diagnostic. C'est pas maintenant qu'on va remonter. Diagnostic. La voie de la confiance, c'est des éléments opérationnels. Deuxième élément, nous considérons que nous avons besoin d'une rupture au niveau politique. Nous considérons qu'il y a des imperfections dans la Constitution de 2011. Et nous considérons qu'il faut qu'il y ait un débat national après les élections de 2021 pour que notre Constitution soit améliorée. Aujourd'hui, le fait qu'on dise que le parti qui arrive en premier est celui dont... L'article 46. Voilà. Je considère qu'aujourd'hui, il y a eu souvent des blocages parce que nous avons des partis politiques qui ont des projets de société différents. Un parti islamiste qui utilise la religion pour gouverner au sein d'une société... Est-ce que ça entrave le modèle de développement? Mais bien sûr que ça l'entrave. Ça l'entrave. Vous savez pourquoi ça l'entrave? Oui. Parce que vous avez une bonne partie de notre population qui n'a pas confiance, selon qu'elles soient des entreprises ou des personnes physiques, et qui ont arrêté soit d'investir, soit veulent partir et veulent immigrer. Donc beaucoup de gens veulent partir. Oui, une crise de confiance. Mais bien sûr. Ça existe bel et bien, oui. Donc soyons clairs. Tout le monde en parle. On ne dit pas que c'est des gens mauvais, on dit que c'est des gens droits, c'est des gens sérieux. Même le ministre des Finances et de l'Économie en a parlé. Il y a un problème de confiance. Troisième élément, l'inclusion de la femme comme élément essentiel dans le développement de la société marocaine. Vous rejoignez. Est-ce que vous savez que seulement 20% des femmes sont en mode d'employabilité? 80% des femmes ne travaillent pas et nous font perdre 3 à 4% de croissance. Très bien. Et enfin, le dernier élément, c'est tout ce qui est lié à la gouvernance, où nous considérons qu'il faut que l'impunité s'arrête, il faut que la rente s'arrête, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une équité sociale, de telle sorte à ce que tous les citoyens, qu'ils soient entreprises ou personnes physiques, aient les mêmes droits et les mêmes obligations. Et ça, c'est des éléments de rupture sociaux importants sur lesquels on doit travailler. Et que nous partageons honnêtement la rupture. Et pas, M. Belkhiat a parlé de rupture politique. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous pensez de la même façon au niveau de l'Istiqlal? Et il faut aujourd'hui marquer une rupture par rapport aux anciennes politiques, y compris des politiques, des partis, parce que c'est les partis qui font les gouvernements et l'exécutif. Ouais, moi, nous, on a cité une série de ruptures. Je vais vous parler de 3 de ces ruptures qui sont très importantes et sur lesquelles on se rejoint en partie avec Monsef. La première rupture, elle est liée effectivement à l'égalité des chances, à la libération des énergies. Je ne peux pas, aujourd'hui, et d'ailleurs Sa Majesté l'a dit dans son dernier discours au Parlement, on veut mobiliser des jeunes pour créer, pour entreprendre, pour innover. Je ne peux pas réaliser cela avant de passer au financement par les banques sans que le jeune, justement, qu'il ait de l'espoir, donc qu'il voit de l'avenir en vert, et 2, qu'il sente qu'il a la même chance que son voisin, que son ami, que son cousin, que les autres, et qu'on va pas, il va démarrer un projet, on va l'arrêter parce qu'il n'est pas proche de ceci, il n'a pas l'avantage de cela. Donc il faut arrêter les passe-droits. Il faut que tout le monde sente qu'il a la même chance
Bien sûr, ça dépendra de son travail, ça dépendra, mais il faut qu'on sente qu'il y a la même chance pour tous. Deuxième rupture, elle est liée à la gouvernance. Et c'est là où je rejoins Monsef. Et donc, nous, on dit que cette gouvernance, d'abord, il faut arrêter de travailler avec une logique d'urgence, de répondre à des mesures rapides parce qu'on a ceci, on a ça. Et deuxièmement, qu'on arrête de travailler avec une logique de saupoudrage. C'est un manque de courage d'aller vers des saupoudrages. Il faut faire des choix. Donc, j'investis dans un domaine prioritaire, qu'il soit du social ou de l'économique, dans une région, qu'elle soit au nord ou au sud, parce qu'il y a une priorité, parce qu'il y a une population, etc. Donc, le saupoudrage est l'ennemi de la rationalité. Parfait. Donc, on ne peut pas. Alors, pour conclure une minute chacun, que faudra-t-il faire, en conclusion, pour aboutir à un modèle de développement qui a toutes les chances de réussir? Il faut réinvestir sur l'homme. Et réinvestir sur l'homme, ça commence du tout petit, nos enfants, qui ont 2-3 ans, où il faut mettre en place un système de crèche et d'école primaire et secondaire avec un contenu pédagogique qui soit au standard des valeurs et des principes universels. On apprend à nos enfants la liberté, l'égalité, qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille, l'esprit d'initiative, l'informatique, le digital, et créer des citoyens du futur qui soient en ligne avec les standards internationaux, des entrepreneurs, et en même temps, faire en sorte à ce que la femme marocaine revienne sur le devant pour pouvoir créer plus d'employabilité et plus de points de croissance, parce que c'est un élément important dans la société. Et enfin, toujours en parlant de l'homme, mettre en place des éléments de gouvernance pour qu'il y ait une équité sociale et que tout le monde se sente au même niveau avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Alors si on ne commence pas par les basics, les Américains, c'est un problème. C'est ce que j'ai appelé le socle au début de l'émission. C'est quoi? C'est revenir à l'homme, de l'enfant jusqu'à la composante féminine, la gouvernance, l'équité, pour faire en sorte à ce que notre pays puisse intégrer un concert des nations internationales. J'irai même plus. Je pousserai l'élément contenu encore plus loin. Je considère qu'il faut maintenant introduire l'anglais dans l'éducation nationale avant le français. Parfait. Parce que l'anglais est un élément important sur les 10-15 prochaines années. 70% du contenu qui est sur Internet aujourd'hui en anglais. Et enfin, les libertés individuelles. Soyons clairs. Le RNI a décidé de créer un observatoire sur les libertés individuelles. Je l'annonce aujourd'hui. Voilà, c'est une information. Et par conséquent, les libertés individuelles sont un élément sur lequel on ne négociera jamais avec n'importe quel parti, islamiste soit-il. Ok. Monsieur Mazouz, pour conclure, de la confiance, de l'espoir. Voilà. Donc, vous avez dit les deux mots que je voulais dire. En fait, réellement, à côté, bien sûr, l'être humain est la clé du développement. C'est la cible et la clé. Parce que s'il n'y a pas de développement d'homme, il n'y a pas de développement tout court. Et pour ce développement humain, et pour qu'il soit humain et qu'il soit durable, parce qu'il faut raisonner dans la durabilité, je ne veux pas sacrifier les générations futures pour faire plaisir à une seule génération. Donc il y a ces deux mots déterminants, qui est restaurer la confiance. Il y a le Marocain, qui soit opérateur économique, qui soit simple citoyen, commence à perdre confiance dans les institutions, dans ceux qui le dirigent au niveau gouvernemental ou au niveau local. Donc, il va falloir rapidement prendre des mesures qui renforcent cette confiance et la réinstaurent. Deuxième élément, c'est justement l'espoir et l'optimisme. Parce qu'aujourd'hui, le jeune est malheureusement, généralement, pessimiste par rapport à son avenir. Il perd espoir, il quitte le pays. Celui qui peut le quitter, le quitte. Celui qui ne peut pas, espère le quitter. C'est une situation qui n'est pas confortable.
Et donc, il y a des mesures à prendre rapidement sur les basics, comme disait Monsef. Mais pas seulement pour les jeunes, même pour les entreprises. Voilà. Les entreprises n'ont pas confiance. Oui, mais c'est la confiance. La confiance, je l'ai bien dit, la confiance, c'est l'investisseur, c'est l'opérateur économique et c'est le ménage. Et puis, l'espoir, c'est les jeunes. L'espoir et donc l'optimisme à mettre chez tout le monde. Et honnêtement, pour être d'actualité, nous attendions des signes dans ce sens dans le cadre du nouveau projet de loi de finances 2020. Malheureusement, il y a très peu de signaux qui vont dans ce sens. Vous allez avoir de bonnes surprises. Parfait, de la confiance, de l'espoir et de la jeunesse, parce que ce sont nos jeunes qui vont porter n'importe quel projet. Et nos entreprises. Et les entreprises qui sont dirigées par et qui seront dirigées par les jeunes pour porter ce projet de nouveau modèle de développement. Merci M. Mazouz, merci M. Belkhiyat et à la semaine prochaine.